Ah ouais, non, les gars, on a du chance. Des pains chauds. Tel Jésus qui aurait ressuscité en l'an 0, elle est de retour d'une grippe. C'était pas une grippe d'homme parce qu'on l'aurait jamais revue. Non, mais c'est une grande grippe de femmes, ce qui est encore pire. Mademoiselle V, mais non. Mademoiselle V est de retour. On est tellement contents de la retrouver et de faire un petit tour à l'hôpital. C'était pas drôle. C'était pas drôle, certain. Moi, je pense à ceux présentement là, qui sont atteints de l'influenza. Là. Ouais. Je vous envoie toute ma gratitude. Ça a l'air qu'elle est maligne cette année. Hein? Comptez 14 jours là, à pu savoir quoi faire de vous-même. Puis après ça devrait être correct. Hey, c'est intense. Quand t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va dans ton système, là, Mais ça c'est doit surtout être que... hallucinant. Tu sais, on a parlé de COVID longue là, quand on était Ouais. dans ce temps-là. Mais là, on dirait qu'il y a comme une influenza longue. Ouais, je sais pas. Moi, la COVID est arrivée au mois de mars, si je me trompe pas. Mhm. Puis 2020. juste les fêtes avant, moi, j'avais pogné une grippe, là. Puis c'est un peu comme ce que tu m'as raconté tantôt pendant la pause de Mademoiselle V. C'est, t'es chez vous, puis tu veux plus vivre, là. Ça va pas. Y a plus... Tu réfléchis, ça fait mal. Tu ris, ça fait mal. Tu parles, ça fait mal. Il n'y a plus rien qui bouge. Tu vas aller aux toilettes, c'est difficile. Puis Denis aussi, il y a eu le type de grippe que toi aussi, t'as eu. Puis ça prend un bout avant de t'en remettre, ça a l'air, là. Ah oui, j'étais devenue suicidaire en dernier, honnêtement. Là. Non, mais c'est Je vrai. savais plus quoi Achevez-moi. faire. Oui, c'est ça. Achevez-moi. Je veux dire, ça sort par les deux bouts. C'est plus foutu ça debout, assis, couché. Hey boy. Tu peux pas dormir, tu respires pas. Avec là, tu te fais un genre de burrito pour rester debout, mais là, t'es pas comme dans la petite vie, tu peux pas dormir debout. En tout cas, c'est n'importe quoi. C'est épouvantable. Fait que je vous envoie tout mon amour. Puis à l'hôpital, comment ça a été? T'as-tu attendu longtemps? Ben, non, le temps qu'ils me versent un soluté puis je me réhydrate. Là. OK, mais t'es rentré à l'urgence? Ouais, en plein milieu de la nuit. Je te dirais vers minuit, puis je suis peut-être sortie au matin. là. Seul ou en ambulance? En ambulance, parce que là, tu peux pas conduire. Puis là, ben moi, je suis toute seule. Là, tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire de lunch à personne quand le chum revient de travailler, mais il n'y a pas personne de m'amener à l'hôpital, je suis malade. Ouais, c'est ça. Surtout là. en plein milieu de la nuit. Là, tu t'es sais. plus capable de bouger. Fait que les gars t'ont emporté là-bas. Ça a pris combien de temps avant que t'aies accès à l'hôpital? Ben, écoute, j'ai vu ça ce matin. Là, ça a l'air qu'il y a du monde qui attend une ambulance depuis 2 jours. Hein. Ouais. C'est l'enfer. Là. Mais non, moi, ça a été rapide. Ça a pris 20 minutes. Il était là, mais il faut dire que j'avais beaucoup de difficultés respiratoires. J'arrivais pas à respirer par moi-même. Fait Ouais, qu'à ce le code moment-là, était plus urgent. le là. code est probablement plus urgent que juste amorphe pas à tous. Là. Mhm. Tu sais, puis rendu là-bas, ils m'ont mis sur un soluté, ils m'ont réhydraté, puis je suis ressortie le lendemain, puis tu sais, je la regardais, puis j'étais comme, mes petits antibiotiques, s'il vous plaît. Elle était comme, non. Ils t'ont-tu donné une chambre? Non, j'ai été dans un couloir tout le temps, malheureusement. T'avais-tu un Ouais. rideau au moins? Tu l'as-tu Non. déjà vu, ce couloir-là, Audrey? Ben, j'ai été dans un couloir Ouais. moi, l'année passée. C'est épouvantable. T'as aucune Du intimité. Puis il y a des gens, des fois, je sais pas si toi, ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. J'allais visiter quelqu'un qui était un peu amanché comme toi, tu sais, Ouais. qui s'était ramassé là en ambulance, puis qui attendait. Puis j'étais allé la voir. Puis j'étais assis sur une chaise, puis il y avait plein d'autres patients qui étaient malades autour. Ouais. Ouais. Puis il n'y avait plus pas d'intimité, il n'y avait même pas de drap. T'avais-tu, Pour les cacher. Non, c'était une section spéciale pour ceux qui étaient justement atteints de la grippe. Fait Influenza. Ah. d'un drap, ça sert à rien, on est tous malades, puis on se crache tout dessus. Sauf que là, t'avais-tu donné une... Parce qu'ils ont des toilettes portatives, hein, dans des genres de chaises roulantes qui mettent un sac, mettons, là. C'est vraiment... Au niveau de la dignité, on est à 100 là. Ouais, Et t'as- j'imagine. mais moi, je m'excuse le langage, mais je chiais dans le sac devant tout le monde, là. Oh oui, non, moi, C'est vraiment pas glorieux, là. Non, ça sortait par en avant, puis ça sortait par en arrière aussi, je peux te le jurer. C'est vraiment pas agréable. Tu perds tout contrôle de ton corps, puis ben, quand t'as du monde autour qui en est témoin, c'est encore pire. Ah, Ouais. sérieux. C'est parce que t'es là pour te reposer, puis t'es constamment dérangé. Ouais, C'est ça le tu problème peux pas aussi. dormir, non, c'est ça. On va se dire, ils ferment pas les lumières non plus. T'es là. supposé dormir, mais c'est l'éclairage de pharmacie. Là. Quand Non, tu rentres chez Jean c'est Coutu, ça. là, l'éclairage, là, le soir, là, c'est Un petit c'est peu fort. néon, là. C'est carrément ça. Puis là, ben, la nuit, ça parle, tu sais, de le voyage dans le sud de la semaine passée. Ouais. Ça, c'est tough, tu sais, parce que là, t'es en train de mourir, puis la fille, elle était comme, le buffet, c'était pas mangeable. Puis là, moi, je suis comme, tu niaises-tu? Je sais qu'ils ont le droit d'en Ouais. parler, c'est leur vie, puis ils Ouais. sont en pause. Mais c'est tellement offensant. Mais eux autres sont dans leur quotidien, C'est puis ça. tu sais, des fois, il faut leur rappeler. Ben oui. Là, mais je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée. La personne était alitée, puis il y avait deux préposés aux bénéficiaires qui discutaient à savoir si la couche, fallait la changer tout de suite ou fallait attendre un mon petit Dieu. peu. Parce qu'ils ont comme un système de code là, sur Ouais. les couches, là. Puis qui leur dit si tu dois le changer ou pas. Puis là, c'était carrément dans le centre. Fait que les deux étaient devant cette personne-là.
puis il jasait à savoir si c'était le temps de changer la couche ou Faut lui pas. demander, Puis il peut-être. s'obstinait. Mais eux en voient tellement qu'ils s'en rendent plus compte. Mais là, tout est là, puis t'es comme, voyons, je suis dans un film. Là? C'est une usine, puis ça devient du travail à la chaîne. Puis Ouais. c'est pour ça que faut que tu leur rappelles des fois leur vocation. Excusez, c'est parce que je suis là, je vous entends discuter de ma couche pleine de merde. Oui. Ouais. Pouvez-vous, s'il vous plaît, sortir au moins de la chambre, me C'est donner ça. une chance? Mais il faut comprendre Il n'y a que pas de chambre. c'est leur, ça l'affaire. c'est leur quotidien, tu sais. Moi, je l'ai déjà dit à un médecin Quand une fois. Ouais, quand tu te crisses à poil là, devant eux autres, toi, t'es comme humilié. Là, tu te dis, voyons, si je vais me mettre à poil devant eux autres. Mais eux autres, c'est un lundi. Là. Ouais. Fait que faut Tu compares des évaluations gynécologiques? C'est épouvantable. Eh boy. Tu parles de travail à la chaîne, là, Yann. t'as plus de secret pour le médecin après. Hein? Mais non, mais c'est épouvantable. Lui, il rentre, il vient faire ses bébelles. Là, toi, t'es inconfortable, tu files pas bien, t'es ses étriers. Je veux dire, c'est éclairé, pas possible. En plus, maintenant, ils te mettent une caméra avec une TV, là. Tu te vois l'entrejambe. Ah, tu la puis- vois? Oh, ben, Oh, t'es dans oui, le oui. fancy, là, toi. Ah, Puis oui, c'est moi, oui. j'ai pas de TV, où ça je vois? Oh mon Dieu, Je moi, check la ça. dernière fois, j'avais une TV. Et là, je veux dire, tu vois de près, là, tu vois des affaires que tu pensais pas qu'ils existaient. là. Puis, C'est épouvantable. qu'est-ce que ça a l'air? Non, Yann, c'est le traumatisme de ma vie. Je veux même pas en parler. Non, mais Je suis encore dans le processus de réalisation. il y a pire que ça. Moi, à un moment Voyons, donné, les pour filles! ma chaîne YouTube, j'ai filmé une session en gynécologie, comment ça se passe quand tu rentres, quand tu ressors. Puis je me suis rendu compte qu'après qu'il avait terminé avec la dame, là, il prend les pinces à écarter, qu'on appelle, Ouais. et puis il les met dans un bucket à côté, puis il reprend les mêmes 10 minutes plus tard pour Ah la non, mais prochaine ils personne. doivent les nettoyer. Non, T'es il allé ne où? les Non, c'est sûr nettoie qu'il pas. nettoie ça. Ça trempe dans un liquide. Un Un liquide qui est censé les stérilisant. OK. Mais le fait de savoir que personne les frotte, Comme la cuillère à crème glacée, là. c'est ça. Tu sais, des buffets, là, t'armais, mais il y a toujours comme un petit cire-rose, la crème glacée d'avant. là. Ouais, mais c'est. Je t'ai insulté, Mais c'est Red. probablement que ça a été étudié. Là. Les Oui, façons de faire c'est ont été sûr. étudiées, Ils ça a pourraient été pas, là. testé, puis... Avec les ils se maladies rendent- vénériennes puis tout, ils pourraient pas se permettre. là. C'est sûr que c'est sûr. stérilisé. Mais mais- j'aimerais pas ça le voir comme. J'étais un peu plus hésitant, moi, quand je vais à Cancun, puis je vois que le barman, lui, il fait juste tremper ses verres Ah, dans l'eau ah, pour les refiler. là. carcan. Mais ici, là, on fait vraiment attention. Sans quoi, il y aurait plusieurs morts Ah, là, mais pour non, des mais non. septicémies mais et tout ça. C'est sûr qu'il y aurait des problèmes, on en aurait entendu parler. OK, mais nous. c'est louche d'être témoin, mettons, des Ouais. dessous de. Je voudrais qu'il soit dans un petit placard à côté. Ouais, tu on sais, s'en quelque rend chose. pas compte. C'est ça. Mademoiselle! Ouais, ben c'est Yeah. comme quand tu vas chez le dentiste, là, Oui. l'hygiéniste dentaire. Uh-huh. Tu veux tout le temps que la personne qui utilise les outils, ce soit le premier à avoir été... Oui. Ah, oui, traité, ben, mettons. absolument, oui. Parce que tu veux pas comme avoir la même crasse dedans que quelqu'un d'autre dans ta Non, bouche. non, c'est ça. Yeah. C'est horrible. Mademoiselle V, consultante en sexologie. Yes. Elle est avec nous pour les prochaines minutes. Vous avez des questions, c'est le 88 971 1021. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le top 6 des questions pour lesquelles on consulte en sexologie. Yeah. Tantôt, en début de show, moi et Audrey, on émettait certaines hypothèses, c'est-à-dire le manque de libido. On Oui. se posait les questions à savoir, c'est-tu plus les filles qui consultent, c'est-tu plus les gars? Mais tu sais, il y a plein Allons-y. d'affaires qui me viennent en tête, mais j'ai l'impression que peut-être que tu vas pouvoir nous aiguiller un peu plus. Parce qu'en partant, là, mettons, un sexologue, là, Oui. ou consultant en sexologie, peu importe, Ouais. là, dépendamment de si tu payes ton ordre, là. Oui. Est-ce que c'est pas juste pour les problèmes de sexualité dans ton couple? Tu sais, on dirait, j'imagine, ça va sûrement plus loin que ça, là, les traumatismes. C'est-tu comme un psychologue du sexe en réalité? C'est un médecin de la sexualité puis du comportement sexuel. C'est carrément ça. C'est qu'on se spécialise dans tout ce qui est anatomie féminine, masculine, et puis le comportement qui vient avec aussi. Donc, que ce soit psychologique ou physique, que le trouble soit d'origine psychologique ou physique, on peut travailler ça. Donc, souvent, les gens vont aller voir leur médecin, puis c'est le médecin à ce moment-là qui va décider si oui ou non ça va de l'ordre d'un sexologue ou d'un conseiller en sexologie, tout dépendant, comme tu dis, si on fait partie de l'ordre ou non. Et ce sont généralement des personnes qui ont un bac et ou maîtrise et ou formation équivalente dans le même domaine. Puis, il y en a qui vont travailler dans les secteurs privés, beaucoup, la majorité, parce qu'il faut penser que dans les écoles, secteur communautaire, établissement correctionnel, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être 1 ou 2 postes par commission scolaire, par exemple. Donc, à ce moment-là, ça va faire en sorte que les sexologues vont surtout pratiquer au privé, ce qui fait que il faut débourser souvent un montant pour aller Oui. rencontrer un sexologue. Oui, il faut regarder tes assurances. Effectivement. Tu sais, des fois, quand on parle de psychologue ou de travailleur social, peu importe, on entend souvent « faut que tu trouves le tien ou la tienne ».
Ouais. Tu sais, il faut que tu trouves la bonne personne que ça va cliquer parce que c'est de même ça va régler tes problèmes. Si tu as un malaise, je veux dire, tu n'avanceras à rien. Ouais, puis ils ont Absolument. certaines spécialités aussi, Oui. les psychologues. là. Oui, oui. Mhm. Dépendamment de dans quoi, justement. Des fois, ils sont plus à l'aise. Ça peut dans être quoi ils vont faire leur familial. temps. Exactement, deuil. Exact. Oui. En sexo, c'est-tu la même chose? Je veux dire, tu pognes celui qui est disponible puis tu fais avec? Bien, ça dépend. Là. Si, par exemple, tu fais une demande au public, ben là, tu vas avoir celui qui est disponible au public. Mais effectivement, le but étant de pouvoir magasiner son sexologue ou son psychologue ou son spécialiste au privé. On met un montant, mais on peut s'assurer à ce moment-là que la personne cadre dans ce ou du moins être à l'aise avec ce qu'on a besoin d'être traité d'eux. Tu sais, si, par exemple, moi, j'ai certaines spécialités que d'autres n'ont pas, ben, les gens vont pouvoir le voir puis dire, bon, ben cette personne risque de mieux pouvoir m'aider. Et puis, tu l'as dit tantôt, on choisit pas, mais une des raisons pour laquelle les thérapies avancent pas parfois, c'est parce que ça connecte pas bien avec le thérapeute. Pour une raison X. Des fois, ça peut C'est être une tabou, question de... Oui, c'est tabou. Puis, tu sais, je te dirais même qu'en sexologie, c'est encore pire, surtout au niveau de la thérapie de couple. Parce que souvent, la femme va vouloir avoir une autre femme sexologue pour qu'elle puisse comprendre un peu mieux peut-être ses limitations ou parce qu'elle est du même le sexe, si on veut, mais elle veut pas non plus une belle femme. C'est spécial, hein? Elle veut pas non plus avoir une femme qui va être représenter peut-être un challenge physique puis que son conjoint pourrait être intéressé à. Fait que c'est pas mal plus que juste la personnalité, c'est comment est-ce que tu te sens à l'aise avec le thérapeute en question. Physiquement aussi. Oui, physiquement aussi. J'aurais pas pensé, ça, c'est spécial, hein? Oh, il n'y a plus rien qui me surprend des filles. Hey, Elle Mademoiselle le sent V. comme une menace, sûrement. Peut-être. Mademoiselle V, est-ce que les sexologues traitent la dépendance affective? Oui, on traite la dépendance affective, on traite tout ce qui a rapport avec la relation, la vie amoureuse, la vie de couple, ou même dépendance affective. Là, si t'es célibataire, tu peux en subir, tu peux en vivre. Donc, oui, on va le traiter. C'est sûr qu'il y a aussi les psychologues, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés qui peuvent le travailler. En général, quand on va voir un sexologue, c'est qu'il y a une dimension aussi en rapport avec la sexualité un peu. Bon, par exemple, pour un couple. Mais ça va arriver que certains vont consulter pour une dépendance affective. Des fois, c'est parce que c'est interrelié aussi, mine de rien. Là. Oui, tout est interrelié. C'est ça, tu consultes pour un problème de sexe, mais peut-être que la dépendance affective vient avec le fait qu'il y en a un qui a plus envie que l'autre. C'est tellement touché, je trouve. Parce que la dépendance affective, il y en a énormément dans notre société, puis ça peut être toxique pour la personne qui est dépendante affective, puis pour les autres qui entourent cette personne-là. Là. Ouais. Que ce soit le conjoint ou la conjointe, ces gens-là, même dans leur vie personnelle, peuvent accepter des choses qui, normalement, ne devraient pas accepter. Mais comme ils sont dépendants affectifs, ils veulent pas que l'autre personne, même si elle est hyper toxique, s'en aille parce que sans elle considère qu'elle n'est rien, cette personne-là. Elle n'existe plus. Ouais, exact. C'est ça. Non, on traite les difficultés amoureuses et affectives. Bon, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, hein, ça a l'air de rien, mais quand tu n'es pas certain de ce que tu es à l'intérieur, ben, il faut que ce soit autant physique que psychologique. Il faut se poser la question. Donc, à ce moment-là, un sexologue va être tout indiqué. Les difficultés, les dysfonctions sexuelles, puis aussi, ben, alors, niaiseux, mais le planning des naissances, souvent, c'est quelque chose qu'on va laisser au sexologue. Bon, dealer avec tout ce qui est la question de l'infertilité pour ceux qui essaient d'avoir des enfants puis qui ont de la difficulté à en avoir. Ça a l'air de rien, mais quand tu as vu, il faut que tu parles, il faut que tu fasses l'amour 2-3 fois dans la journée. Là. Hein? Tu te bases sur quoi pour l'inspiration, pour garder un moment, pour faire un bébé qui ne va pas avoir été conçu sur un film porno en 3 minutes et demie? Là. Hein? Je comprends. C'est le genre de choses que certaines personnes ont besoin d'aide avec, fait qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose qu'on... Okay. Ouais. J'ai quelques questions. Tu parlais de gens qui se posent des questions par rapport à leur état, à savoir, bon, je suis né dans un corps, mais j'ai l'impression que je suis de l'autre côté. Vous faites comment pour jaser avec eux autres? Vous entamez comment la discussion pour savoir, tu sais, si bel et bien c'est le cas, la nature se serait trompée dans son cas? Parce qu'il y a de la dysphorie de genre là-dedans. La dysphorie de genre, c'est dans le DSM. Là. Les psychiatres sont là. J'ai l'impression que ça va rester là longtemps parce que tant aussi longtemps que la dysphorie de genre va exister, ben, les gens qui ont l'impression de ne pas être nés dans le bon corps vont pouvoir se faire opérer gratuitement. Parce que c'est dans le DSM. Oui, ça, il y a vraiment un combat là-dessus. C'est particulier parce que puis c'est vraiment les deux extrêmes parce que tu as des gens qui veulent qu'on arrête de traiter ça comme une maladie mentale. Puis je le dis vraiment de cette façon-là parce que c'est dans le DSM. Et il y a des gens qui, à l'inverse, puis ces gens-là se battent pour le faire enlever du DSM, mais tu as des gens à l'inverse qui sont comme non,
Si même- tu l'enlèves, c'est plus gratuit. Ben, c'est ça, là, ça change la donne, puis tu vas peut-être rester dans le mauvais corps parce que tu n'as pas les sous pour faire les changements appropriés. Fait que c'est quand même quelque chose qui. Fait que vous abordez ça comment avec eux, avec ces gens-là? Parce que, sérieusement, c'est vraiment personnel comme débat intérieur. comme là. débat intérieur. Ça Mhm. doit être l'enfer, ce que ces gens-là vivent à l'intérieur d'eux. là. Oui, puis c'est un processus qui est long aussi. Tu sais, c'est pas une seule personne qui va déterminer si oui ou non tu es né dans le bon corps ou si tu vas être une femme ou un homme. C'est plusieurs personnes à la fois. C'est autant toi que tous les intervenants qui vont être au dossier. On parle de psychiatres, psychologues et sexologues, etc. Donc, plein de gens qui vont unir leurs expertises pour déterminer si oui ou non. Mais vous cherchez quoi? On Une cherche- cohérence? Pas nécessairement. Non. On cherche ce que ça impacte sur la vie au quotidien de cette personne-là. Tu sais, parce que dans le fond, la raison pour laquelle tu veux être une femme a plus ou moins d'importance si à tous les jours, tu te sens tellement mal dans ton corps, puis c'est pour toi, c'est la réponse à la question. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est que les gens souffrent, mais on veut pas non plus laisser les passe-droits à quelqu'un qui aurait envie d'essayer, je sais pas moi, de se faire poser une pénis une journée. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas nécessairement réversible de la façon la plus facile. Puis souvent, quand il y a une réversion, c'est pas tout à fait top ce que ça peut donner. Là. Tu sais, prends Non, n'importe on quoi, une femme récupère qui veut pas. devenir un homme, qui veut redevenir une femme, c'est parce que là, t'as pris des hormones pendant des années, la pilosité, là, tu sais, il y a Les des épaules enjeux. Là. élargies, la La mâchoire mâchoire, ouais, et tu te sens pas aussi féminine que tu étais à la Non. base. Tu as là. commencé à Et- écouter le hockey. Il y a beaucoup de gens, Ça vient ensemble, on le sait. il y a beaucoup de gens qui veulent retourner en arrière, malheureusement, parce qu'il faut penser que on perd une partie de sa sexualité qui est importante. Je veux Ouais. dire, on n'a plus la capacité nécessairement d'avoir un orgasme comme ce l'était au départ. Notre intérêt pour la sexualité change énormément. Notre façon de la pratiquer est complètement chamboulée. Donc, c'est une question qui demande beaucoup de temps, beaucoup de gens au dossier et beaucoup d'écoute. Et c'est un processus qui est quand même long. Il faut passer par plusieurs spécialistes avant d'avoir le OK. Fait que pour ceux qui disent on les donne à tout le monde, on les fait tirer dans les boîtes de Cheerios. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est un processus qui est long et pénible pour eux, mais qui a sa raison d'être. si Surtout on qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes encore qui se spécialisent là-dedans. Là, je veux dire, Ouais. Puis est-ce qu'on a des données à savoir si la majorité des gens qui ont fait ce changement-là sont heureux aujourd'hui? Moi, j'ai pas fait d'études bien importantes là-dessus, là, mais j'ai un de mes chums avec qui j'ai étudié pendant quelques années, avec qui je m'entendais super bien, qui, lui, à 35-40 ans, a décidé de faire le fameux changement de sexe. Mhm. Puis c'est un gars qui a tout le temps été un loner dans la vie, tout le temps eu très peu d'amis. C'était tout le temps très compliqué. Il y avait de l'alcool aussi au travers de ça. Dans sa vie, il y avait une certaine dépendance. Puis à un Ouais. moment donné, il nous a dit, les boys, dorénavant, vous allez m'appeler comme ça. Puis le changement s'est fait drastiquement là, avec ses vêtements et tout ça. Puis par la suite, il y a eu ses opérations. Puis quand j'y ai reparlé, là, parce que maintenant, c'est rendu une femme, j'ai dit, est-ce que tu es plus heureuse comme ça aujourd'hui? Puis cette personne-là m'a dit non. Ouais. Elle dit, je suis content d'être ce que je suis devenu, mais intérieurement, dans ma tête, Il y ça avait va autre pas chose. mieux que quand j'avais 30 ans. Alors que quand il s'adressait aux psychologues ou aux psychiatres ou aux sexologues, il avait l'impression que c'était comme, une fois que je vais être rendu une femme, tous mes problèmes intérieurs Mais vont Yann, être réglés. Ce que tu nommes là, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que ce que tu nommes là, souvent, c'est l'enjeu de société chez les jeunes. Parce que, tu sais, quand t'es ado, tu te connais pas en partant. Fait que le petit Sauf- mal-être que tu ressens, on passe tout par là, là. Mais il y a vraiment des jeunes pour qui le changement de sexe, c'est comme la solution miracle. Ouais. Tu sais, Ça devient une béquille ou une solution Ouais. à un possible bonheur dont ils ne sont pas totalement certains ouais. et dont ils ignorent les conséquences. De là, le besoin de passer à travers ce grand processus-là qui est très Effectivement. long. Ceci dit, tu vois, moi, j'ai connu des gens que ça a été l'inverse. Ça a changé leur vie plus que pour le mieux. Fait que j'ai comme l'impression que ça dépend. Je pense qu'il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons puis que tu as un gros processus psychologique à faire sans penser au changement de sexe avant de te lancer là-dedans. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a une différence entre vouloir prendre des hormones et entamer ton processus vers une autre orientation et carrément changer ton sexe, c'est-à-dire faire remplacer ton pénis par un vagin ou le Ouais. contraire. Donc souvent, les gens vont arrêter à cette étape-là puis vont prendre le temps de vivre un peu comme une femme ou comme un homme
Voir comment ils se sentent. Ouais, comment ils se Ouais. sentent, puis tout ça. Puis c'est là on va réévaluer parce qu'il faut penser qu'une fois qu'on a recalibré tout ça, puis qu'on a mis les fils ensemble différemment, là, on ne peut pas retourner en arrière, forcément. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Souvent, c'est irréversible, puis souvent, ça va donner des conséquences qui sont irréversibles. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre le processus et le changement de sexe officiel en tant que chirurgie. Là. OK. Parmi les autres raisons pour lesquelles on va voir un psychologue, un sexologue, Ouais. les gars qui bandent plus. Ouais. Ça, Est-ce que c'est réversible? Tu sais, quand tu vas voir un sexologue ou une sexologue, est-ce que vous êtes capable d'entamer avec ces gens-là des démarches qui vont faire en sorte qu'en bout de ligne, il va y avoir un fort pourcentage qu'ils vont sortir de là puis ça va régler leur problème, leur situation? Oui. Il y a rien de pire peut-être pour un gars qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus bander, là. Je veux dire, c'est la honte totale, c'est la culpabilité, c'est de dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Avec tes conjointes, à chaque fois que tu as une conjointe, ça doit être compliqué d'en avoir une. Là. ouais, Mais puis- tu es tout le temps obligé de répondre à ces questions. Mhm. Les gars qui vont te voir doivent être complètement défaits. Là. Oui, l'éjaculation précoce et les difficultés érectiles, c'est la première cause de consultation chez les hommes en solo. C'est vraiment une difficulté pour eux de ne pas être capable de servir leur partenaire comme ils le voudraient. Puis est-ce que c'est tout le temps la drogue ou l'alcool qui a fait en sorte que Non. ça a brûlé quelque chose en eux, puis ça Parce fait des en sorte fois, que ça lève plus? On entend parler aussi de tout ce qui est créatine, supplément de gym. Puis il y a eu ça, un moment donné, une mode de... Testostérone. Prends pas ça va t'empêcher de bander au Ouais. final. Là. Ben, peu importe ce que tu mets dans ton corps qui n'est pas naturel, éventuellement, ça va finir par te rattraper. Hein? Mais il faut penser que les difficultés érectiles, c'est 50 des hommes de 40 ans et plus. Hey, 50 c'est gros, là. C'est énorme. Outre l'âge, ben, il y a plusieurs causes qui sont parfois moins évidentes, comme la confiance en soi, la santé physique puis la santé mentale. Tu sais, veux pas, avec le temps, on en avait fait parler la semaine d'avant, les vaisseaux sanguins finissent par s'encrasser, donc automatiquement, la rigidité du pénis n'est pas suffisante. Puis à ce moment-là, c'est le rôle du sexologue et du médecin traitant de trouver un outil où la médication, la crème, parce qu'il y a plusieurs possibilités appropriées pour aider cette personne-là, entre autres au niveau de l'éjaculation précoce. Bien, on parle d'ailleurs, un homme sur 4 vit de l'éjaculation précoce. Et quand on parle d'éjaculation précoce, on parle de 1 à 3 minutes de performance constante. Ça, c'est C'est-à-dire- pénétration? Oui, 1 à 3 minutes de pénétration et on a un orgasme. Ça peut être même au moment de mettre le condom. Même des fois, on n'a même pas été Ouais, rendu des filles à la Des pénétration. filles qui m'ont rapporté ça, juste embrasser l'individu, Absolument. puis enlever les vêtements, puis le gars se couche, puis « Oh, désolé, t'es trop belle! » C'est Ouais. ça. L'éjaculation précoce, ben, c'est un manque d'expérience. OK. Mais comment est-ce que tu vas acquérir de l'expérience si, dans une société où déjà la performance sexuelle est attendue, tu t'attends à ce que la personne soit déjà bonne en partant? Ça joue sur le mental, ce qui fait... Ouais, c'est comme un cercle vicieux un peu aussi, là. C'est énorme pour eux, puis ça attaque la confiance en soi de manière magistrale. Et puis, c'est le rôle du sexologue d'essayer de trouver les bons outils pour maîtriser ça. Il y a des techniques de masturbation, entre autres. Il y a des techniques, il y a des crèmes désensibilisantes. Oui, Sensibilisantes, désensibilisant. qui peuvent être utilisées et plusieurs autres techniques. Et puis, pour les difficultés érectiles, bien sûr, il y a les fameuses petites pilules bleues, là, vous le savez, de toutes sortes. Ouais. Et c'est avec le médecin traitant qu'on va trouver le médicament approprié. J'ai un auditeur qui m'écrit. C'est un gars qui est aujourd'hui dans la cinquantaine. Je vais essayer de faire attention à ce que je dis parce qu'on ne veut pas l'identifier, bien entendu. Lui, il a été transplanté du cœur. Puis, visiblement, il avait probablement des problèmes d'érection avant. Il était transplanté du cœur. Puis, il était surpris parce qu'il me dit Ah oui, hein? maintenant, le pénis marche avec le cœur. Oui, c'est une machine de guerre. C'est fou. C'est Il bien avait, particulier, il avait ça. une problématique avec son cœur. Puis, Ben oui. il a été transplanté du cœur. Puis, le pénis a recommencé à fonctionner. Ben, le Peut-être une pénis, c'est question une de sang, éponge. ouais. Oui, le pénis est une éponge qui se gorge de sang depuis les vaisseaux sanguins. Fait que si tes vaisseaux sanguins fonctionnent à 50 parce que ton corps ne pompe pas assez, ben, tu vas avoir 50 du sang qui va se rendre jusqu'au pénis. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir une érection qui va être moindre. Puis, oui, ben tout à fait, bravo. Ben, tant c'est mieux si on a un trouvé- beau résultat Ben, du transplant. C'est intéressant. C'est un beau cadeau. On est contente pour lui. Effectivement. Oui.
Dans les autres raisons pour lesquelles les gens vont consulter, là, c'est sûr qu'on a parlé de la thérapie de couple. Là. J'ai l'impression moi, que ça fait partie des choses les plus communes aussi. C'est-tu long avant que les gens consultent? Des fois, j'ai le sentiment que moi, demain matin, j'ai des problèmes de couple. Mon premier réflexe, c'est pas de dire comme « Oh, on va appeler un sexologue ou un psychologue, puis on s'en va là-bas. » On dirait que tu veux te convaincre que tu es capable de le faire seul. Puis il y a même des gens qui arrivent à se convaincre que, on n'est certainement pas dû si on est rendu à devoir aller consulter. Oui, mais non, mais tu sais, si, mettons, ton char demain arrête de fonctionner, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais? On va chez le mécanicien. Exactement. Puis pourtant, ta voiture, c'est sûr qu'elle est précieuse. Elle est très, très précieuse, ta voiture. Je pense que c'est gênant pour les gens. C'est humiliant de se dire, voyons, on n'est pas capable de gérer nous-mêmes. Mais ta relation est encore plus précieuse que ta voiture. Puis oui, tu as raison, mais on ne peut pas tout maîtriser. T'sais, on a tous un métier dans la vie. Toi, tu es une spécialiste de la communication, du journalisme. Moi, je suis une spécialiste de la sexualité. Bon, Yannick, c'est un chauffeur un prépareur de poils. Un bon joueur de hockey. Un chauffeur de poils. Un bon individu. Là, un bon père. Oui, c'est un bon papa. Effectivement. Donc, on a chacun nos spécialités, puis on ne peut pas tout savoir. Même si tu t'en vas sur Google puis tu tapes « Comment sauver mon couple en 4 étapes », là, je veux dire, il faut savoir les appliquer, ces notions-là. Pas seulement capable de les lire sur Internet puis de les intérioriser. Fait que il faut que ça devienne un réflexe et c'est là où on voit la différence entre les couples qui sont heureux puis qui sont capables de s'en sortir des autres parce que leur réponse à la consultation est beaucoup plus rapide. Moi, j'ai jamais eu personne, là, jamais vu personne en thérapie de couple qui a perdu son temps. Là. Jamais. Peut-être que ton couple ne va pas survivre, mais tu vas en tirer des outils extrêmement précieux, par exemple. Autre question. On entend souvent que tout le monde devrait avoir un psy. Sans même avoir des problèmes, tu devrais consulter. Puis, est-ce que c'est pareil selon toi en sexologie? Est-ce que... Non. Non? Non. C'est seulement sous besoin? Oui, je pense que les gens sont capables de voir. Tu sais, quand tu as les mêmes problèmes qui sont récurrents et qui reviennent tout le temps, tu sais, souvent on va entendre ça, la femme, elle répète, elle dit ouais, ça marche pas, il y a telle affaire qui marche pas. L'homme le prend pour un reproche. Et puis, au final, rien ne se règle. C'est une roue qui tourne. Ça, c'est le problème numéro 1 de tous les couples ou à peu près. Donc, quand ça devient un problème qui est récurrent et que ça ne se règle pas, qu'est-ce qui va faire que demain, ça va se régler? Ça va être un changement que tu vas faire. Et ce changement-là, c'est d'aller chercher l'expertise que tu ne connais pas. Mais si, par exemple, tu as eu quelques problèmes de couple et qu'ensemble, vous avez été capable de communiquer puis d'aller chercher vous-même ces informations-là, puis que vous êtes capable de vous en sortir, tant mieux. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de consulter dès qu'il y a un petit écart. Là. Ouais, la psychologie a tellement évolué, puis tu le dis, c'est souvent ce qu'on entend, c'est tout le monde a besoin d'un psy, mais est-ce que c'est vrai, ça? Je ne sais pas. Là. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont des coachs de performance qui sont des psychologues. Ce que je constate, c'est qu'il y a des athlètes olympiques qui ont des psychologues sportifs pour les aider à augmenter leur performance. Pas parce que ça va pas bien, c'est pour les aider à augmenter leur performance. Puis quand ça va mal, effectivement, tu peux avoir un psychologue. Mais tu sais, la psychologie, c'est tellement développé maintenant qu'elle peut faire à peu près tout. T'sais, elle peut t'aider à tout sur ce qui se passe dans ton cerveau, incluant être meilleur en affaires, avoir un meilleur mindset, être meilleur avec tes employés, régler des conflits rapidement que tu peux avoir avec les employés et la maison. C'est parce qu'on est responsable d'une grande partie des connexions de notre cerveau, puis souvent, on s'en rend pas compte. Moi, la mienne, c'est drôle parce qu'on a déjà eu la discussion de, tu sais, Audrey, si ça fait le mieux, tu le sais que tu as le droit de me quitter, puis j'étais comme, je pense que tu comprends pas. Le droit de me quitter, on ne se quittera jamais. Mais c'est rendu un incontournable dans ma vie de me dire qu'aux 2 semaines, moi, j'appelle ça lâcher ma marde, là. Ouais. Mais tu sais, je vais faire mon dump, là, on jase, puis s'il y a des problèmes, il y a des problèmes. S'il n'y en a pas, je vais passer un beau moment. Mais il y a un endroit où je peux décharger. Fait que j'accumule pas. C'est ça. Je trouve ça intéressant comme principe, là. C'est pas tout le monde qui a besoin d'un psychologue, mais c'est tout le monde qui a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est ça le problème. C'est bien dit. C'est peut-être ça. Puis quand tu n'oses pas parler aux gens autour de toi, c'est peut-être là que c'est nécessaire. Ça peut devenir des fois lourd pour ceux qui vivent avec toi, de toujours avoir à te ramasser le soir quand tu reviens, puis tu chiales sur tes collègues, puis par-ci, puis par-ça. Hein? Ça, Audrey? Y a-tu... Oui, absolument. Y a-tu... Je dis n'importe quoi. Y a-tu beaucoup de gens qui consultent des professionnels en sexologie pour les dépendances? Oui, malheureusement, et de plus en plus jeunes. On voit malheureusement des jeunes de 11-12 ans consulter pour de la dépendance à la pornographie. Ben oui, parce que veux pas, c'est à cet âge-là que tu vas aller chercher pour des questions, réponse à tes questions plutôt. Puis quand il n'y a pas de parents, d'école ou d'organismes communautaires autour pour y répondre, 11-12 ans. On a même vu, il y en a qui sont spécialisés dans les enfants, les sexologues. T'es con quel âge, Jeanne? 8 ans. J'ai vu un jeune homme de 8 ans complètement dépendant à la pornographie. 8 ans? Oui.
C'est-tu des discussions que tu as commencé à entamer, toi, ou pas pantoute, tu sont pas rendus là? Pas encore. Pas encore? Non. Là, mon plus vieux, il commence à demander comme une certaine distance, là, quand, exemple, il faut qu'il prenne sa douche et tout ça. Là, il commence à barrer sa porte de douche. Il commence à faire ses petites affaires. Ils ont quel âge, sinon? 11 et 8 ans. Ouais. Moi, je dis que la première dose de compréhension de la sexualité, c'est-à-dire le consentement, c'est quoi, tu sais, où tu as le droit de me toucher, puis tout ça, ben, ça commence autour de 8 ans. Mais à partir de 12 ans, on doit vraiment commencer à instaurer un programme d'éducation sexuelle. Puis ça, on ne sait pas comment. Tu sais, on peut envoyer, comme par exemple, moi, je donne des ateliers dans les maisons des jeunes du Québec. Hein? Il y a plein d'endroits, il y a des compagnies comme Sex Explique, entre autres, qui peuvent vous venir en aide pour vous apprendre comment expliquer à vos ados ou vos enfants c'est quoi la dépendance à la pornographie. Parce que quand tu vas chercher des réponses sur Internet puis que là, tu vois des images très, très fortes puis que ton cerveau est en développement, là, ça t'affecte énormément et ça prend toute la place. Fait qu'on voit des enfants qui ne performent plus à l'école et qui font des pauses sur leur cellulaire, sur l'heure du pour aller dîner, consommer. pour aller consommer de la pornographie, parfois même en groupe. C'est triste et puis je suis persuadée, et les études le prouvent, que c'est par manque d'éducation sexuelle dès un jeune âge. En même temps, là, puis je sais pas, toi, Yann, comment tu le vis, là, mais j'ai comme l'impression que ça peut être vraiment dur pour un parent parce que c'est un hit or miss. Absolument. Dans le sens que si tu rends ça malaisant, cette discussion-là, en tout cas, moi, je me remets dans une tête de quand j'étais ado, j'aurais pas voulu que mes parents m'en parlent, j'aurais bouché mes oreilles, puis c'est comme, hey, c'est cringe qu'on vit, là, laisse-moi de l'espace. Peut-être de fournir la documentation appropriée, ça peut être une façon. Il y a entre autres, il faudrait que je vais vous ramener les titres la semaine prochaine, le Full Sexuel, qui est un livre brillamment expliqué pour les 10-12 ans. Si vous apportez la documentation puis vous dites, fais juste le lire quand tu auras 2 minutes, déjà, c'est déjà bien. Parce que vous fournissez une éducation que lui peut aller voir quand il en aura le besoin. Puis pour ceux qui ont peur puis qui disent, « Hey, mais oui, mais là, je vais y parler de ça. Il va aller tout de suite chercher des condoms puis il va faire l'amour avec toutes les petites voisines d'à côté. » Non. Ce n'est pas vrai. Hein? By the way, on a fait les recherches. Ça ne va pas pousser votre enfant vers une sexualité débridée ou plus hâtive. Au contraire, ça va juste permettre que lorsque ça va arriver, que la chute soit moins importante. Oui, c'est ça. Autre raison pour laquelle on consulte un sexologue, Mademoiselle V, je trouve ça intéressant d'en parler. Ceux qui ont eu des traumatismes, des violences sexuelles ou peut-être des gens qui, des fois, nous autres, on a tendance à s'amuser un peu avec ça, là, qui ont des... je sais pas si on peut dire perversité. Tu sais, ceux qui peuvent triper sur des trucs. Pathologies. Ouais. Perversité, pathologie, déviance. On peut-tu consulter? Quand on considère que notre façon de faire, ça commence à dépasser les bornes. Pourquoi je ne tripe pas autant sur cette affaire-là? Tu sais? Des gens qui sont aux prises avec, je sais pas, il faut tout le temps que j'aille voir une dominatrice me fesser pendant 2 heures à chaque semaine. Oh, pauvre. Ça vient d'où, mettons? Ça peut y procurer un plaisir là puis un plaisir après, mais à un moment donné, je veux dire, tu peux pas vivre avec tout le temps l'envie de te faire fesser. Là. Non, effectivement. Puis c'est quand ça prend toute la place dans ta vie au quotidien, là, puis quand ça devient une béquille émotionnelle, puis il faut que tu ailles voir telle personne pour être capable de passer à travers ta journée. C'est signe qu'il faut consulter. Puis, tu sais, des fois, c'est pas de consulter pendant des mois, puis de se ruiner. Des fois, ça peut être juste de s'asseoir avec quelqu'un, puis que cette personne nous donne les grandes lignes, puis nous dise oui, il y a problématique, ou non, il n'y a pas problématique, ou voici ce qui s'offre à toi, tu sais. Mais la violence sexuelle et le traumatisme, là, bon, vous avez sûrement déjà entendu la métaphore. Si je te demande de prendre une feuille de papier puis de la froisser bien comme il faut, peu importe ce que tu vas appliquer comme pression dessus après, peu importe ce que tu vas mettre comme chaleur, elle ne reviendra jamais droite. Elle ne reviendra jamais lisse. Hein? C'est la même chose pour les traumatismes sexuels. Ce que tu as vécu quand tu étais jeune, encore plus si ça a été dans le temps échelonné, va affecter ta vie sexuelle d'aujourd'hui de manière exponentielle. Ce qui fait que ces gens-là ont énormément de difficulté à avoir des relations saines et à avoir une vie sexuelle qui est positive. Et c'est souvent une des problématiques qui va demander le plus de temps parce que ça demande de réapprendre comment ton corps fonctionne. De faire confiance, probablement aussi. Faire confiance, puis de développer ton imaginaire sexuel parce que là, tout ce que tu as vécu est sale dans ta tête. Comment tu peux développer? Oui, pour toi, c'est sale parce que ça a été fait de manière négative. Tu comprends? Comment tu peux travailler ton imaginaire sexuel? Je m'attends pas à une thérapie, mais je me dis peut-être que ça peut aider une couple de personnes parce que j'ai l'impression que des fois, c'est un enjeu.
je vais oser dire, surtout chez la femme, là, Absolument. on est beaucoup dans nos têtes. Fait que peut-être que ça peut aider certaines relations de gens qui nous écoutent, mais Tellement. comment tu stimules ton imagination? Y a-tu des outils? La littérature érotique est merveilleuse pour ça, surtout chez la femme, parce que l'écriture, c'est suggestif. Hein? Ce n'est pas dans ta face, tu peux l'interpréter un peu comme tu veux. Ça te permet aussi de développer les détails dans ta tête au fur et à mesure. Des fois, il y en a qui vont écouter des podcasts le soir, ça va les stimuler. Puis de voir et entendre un partenaire qui est en train de faire un cunnilingus positif et excitant à quelqu'un, ça peut te donner le goût de vouloir le vivre. De façon positive. De façon positive, c'est ça. Fait que des fois, c'est s'y confronter, mais de manière moins intensive par la littérature érotique, par les podcasts, la musique aide beaucoup aussi pour ça, la masturbation. On va demander à réapprendre à toucher son corps, puis avec la musique et tout, des fois, ça donne des bons résultats. Trouble de l'orgasme, c'est une autre des raisons pour lesquelles Oui. les gens doivent te consulter, pas mal certaines. Est-ce que c'est vrai qu'un homme peut éjaculer sans avoir d'orgasme? Parce que je pense que nous autres, on a la préconception que, ben non, je veux dire, t'as éjaculé, t'as eu ton plaisir. Oui. Bien, dans le fond, tu peux éjaculer, puis tu parles de, dans le fond, reformule ta question, je ne suis pas certaine d'avoir compris. J'ai entendu dire qu'il y a des hommes qui peuvent éjaculer de façon mécanique, mais qui ne ressentent pas nécessairement l'orgasme. Ça se peut, c'est possible, mais la plupart du temps, ça vient avec une réponse du système nerveux. Puis cette réponse-là, c'est l'orgasme. Mais on va avoir, entre autres, des fois, des éjaculations des nocturnes où on n'aura pas nécessairement cet orgasme-là, mais on va avoir la déjection, si on veut, en tant que tel. Fait que oui, mais c'est rare que le système nerveux n'embarque pas, par exemple, pour te donner l'orgasme qui vient avec. Puis comment tu gères un trouble de l'orgasme autant chez l'homme que chez la femme? Parce que c'est particulier quand même, là. Bien, en fait, malheureusement, je ne sais pas si tu savais, mais il y a plus de 13% des femmes qui n'ont jamais réussi à avoir d'orgasme, d'aucune façon. 13%, c'est beaucoup, là. C'est une femme sur 10. Et puis ça doit être particulier parce que quand tu sais pas ce que c'est dur de réaliser si tu l'atteins à un moment donné ou pas. Oui, puis il doit y avoir une frustration aussi qui vient avec ça, parce que tu écoutes des films, puis ça arrête pas de crier, ça arrête pas de parler d'orgasme. Les filles à la job avec qui tu travailles, ils te parlent d'orgasme. Ça doit être frustrant en maudit. C'est un automatisme pour tout le monde. Chez les gars, est-ce qu'on a un pourcentage de gars qui réussissent pas à atteindre l'orgasme? Beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. C'est souvent dû à des pathologies comme, par exemple, des traitements pour le cancer du côlon, des trucs comme ça. Mais en général, le système nerveux chez l'homme, le système est beaucoup plus... la mécanique et la tuyauterie est beaucoup plus directe, on va dire comme ça. J'imagine que chez ça la dépend femme, d'un c'est état plus d'esprit. complexe. Ça se peut. Tu Effectivement. vois, j'entendais un podcast, c'était une petite personne qui était atteinte de nanisme, donc un nain. Je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui. Puis lui, il disait qu'il était hétérosexuel. Il disait, puis il est acteur porno. Puis il disait que quand il fait l'amour avec une fille ou il baise avec une fille dans un film, il n'est pas capable d'atteindre l'orgasme. Jamais, jamais, jamais. C'est une condition que lui a. Je ne sais pas si ça se répercute sur tous les gens qui sont atteints de nanisme, mais lui, il est incapable d'avoir quoi que ce soit. Juste avec ces filles-là ou dans sa vie privée aussi? Non, j'ai vu un extrait de podcast passer sur les réseaux sociaux. Il parlait avec une rousse, j'imagine. C'est une bonne question. Sonia, Je remarque pas les cheveux. Moi, je suis plus du genre à remarquer ce que les gens disent. OK. Voir l'intérieur de la personne. Moi, j'ai remarqué le physique dans le cas de Mais dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il était capable d'avoir un orgasme? Ce qu'il mentionnait, c'est que avec la masturbation, parfois, il était capable d'atteindre l'orgasme. OK. Mais ça doit être fâchant quand tu es avec ta partenaire de ne pas être capable d'avoir d'orgasme. Je veux dire, il y en a tu peux aimer ça pareil, là. Oui, puis il y en a qui vont beaucoup subir de l'éjaculation tardive. Hein. On parle souvent d'éjaculation précoce, mais on ne parle pas d'éjaculation tardive. Ces gens qui ont besoin d'une surstimulation pendant plusieurs minutes, voire 20-30 minutes de pénétration assez intense avant de pouvoir avoir un orgasme. Mais là, je veux dire, la madame, elle peut pas toujours, ou le partenaire en question ne peut pas toujours tenir tout ce temps-là. Donc, au final, on finit par abandonner la quête de l'orgasme qui est trop longue à venir. Ça, on appelle ça l'éjaculation tardive. Dans son cas, s'il peut avoir des orgasmes par la masturbation, c'est probablement une question d'ordre psychologique puisque la mécanique fonctionne dans un certain scénario et pas dans l'autre. Le rôle de la sexologue ou du sexologue, c'est quoi quand il y a un trouble de l'orgasme? C'est-tu d'essayer de trouver la source? C'est-tu de donner des trucs? On va essayer de trouver d'où ça vient. Est-ce que ça vient de notre enfance? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychologique? Quel outil on va utiliser? Dans le cas
du trouble de l'orgasme chez la femme, entre autres, ben ça va être de réapprendre à se masturber. Et on a, entre autres, ce que pour les coachs de masturbation, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, il y a, entre autres, des personnes qui se spécialisent dans l'art de te montrer comment ton corps fonctionne. Parce que, bon, tu as 35 ans, tu n'as jamais trouvé comment arriver à l'orgasme. J'ai beau te l'écrire sur un papier, tout seul dans ta chambre, comment tu vas y arriver. C'est quoi? Ils ont des chaînes YouTube, ce monde-là? Oui, oui. Il y a entre autres une dame de 85 ans, je pense, qui est spécialisée là-dedans. Oui. Yann, est-ce que tu irais consulter une dame de 85 ans pour qu'elle te montre comment te masturber? Vice. C'est beaucoup d'expérience. Ben, tu vois, mais je trouvais ça génial parce qu'elle a appris à une travailleuse du sexe à avoir de meilleurs orgasmes. Ah oui. Pourtant, c'est une femme de 85 ans. Bon, c'est une femme qui fait ça depuis peut-être des centaines d'années, mais des dizaines d'années. C'est ça, c'est une masturbatrice professionnelle. Et puis, c'est souvent chez ces genres de personnes-là qu'on va envoyer les femmes qui ont de la difficulté à comprendre. Tu sais, c'est comme quand tu achètes un nouveau DVD, là, tu sais, il faut t'appuyer sur enfoncer 3 minutes, gauche, droite, en haut, en bas. Bon, ben, imagine, à ça. Ben, c'est ça. Imagine si ton corps avait besoin de plusieurs petites manipulations bizarres avant. Ouais. Hey, Mademoiselle V, Oui? On doit te laisser partir, mais non. je veux te poser une question. Oui. C'est quoi le pourcentage qui fait en sorte qu'il y a un manque de libido dans un couple quand il y a un manque d'entretien de la part de un ou l'autre des partenaires? Qu'est-ce que tu veux dire, le pourcentage? Les C'est moi chances. qui ne comprends pas sa question. Les gens qui... Parce que j'ai souvent entendu parler de ça. Tu sais, ayant travaillé dans la restauration, dans les bars, une bonne partie de ma vie, les filles se confiaient entre elles, puis des fois, ben, il y avait l'impression que j'étais comme leur amie lesbienne, ce qui faisait mon affaire. Et ils me confiaient qu'il y a des gars qui se lavaient mal. Ah! Ce qui faisait en sorte que la première fois, ils se C'est ça mettaient... que tu veux dire, l'entretien? Exact. Ok. La première fois, il y avait quelque chose avec ce gars-là. Il allait là, Fait qu'à quel point la ça sentait... Ok. Fait que ça ne tentait pas, mais c'était un maudit bon gars, par exemple. Puis là, ils mettaient un condom, puis là, ça se faisait, puis tout, mais ça leur tentait pas Fait qu'à toujours de quel faire point l'amour avec l'hygiène l'individu. joue sur la libido. L'entretien et l'hygiène, exact. Oui, c'est énorme. Et je dois vous dire, c'est difficile pour un homme de garder l'odeur parfaitement propre parce que il y a des glandes à la base de la couronne qui sécrètent du smegma. On en a parlé il y a mon 2 Dieu. semaines. Là, je m'excuse, tu viens de dire le mot. Il y a un mot dans la vie qui m'écoeure au point que j'ai le... On appelle ça le penis cheese. Non, mais... là, c'est... Non, mais c'est Voldemort, Val. OK, bon, ben parfait. Là, on va utiliser... Canadian Tire. Oui. Alors, ces petites glandes-là sécrètent du Canadian Tire et ça a une odeur qui est apparente à celle du fromage et qui est très, très, très difficile à faire partir. Alors, des fois, on a beau frotter. Des fois, il faut faire des petites recherches pour les bons nettoyants. Et il faut s'assurer que notre pénis se décalote très, très bien parce que s'il y a une petite zone qui n'est pas décalotée, ça fait... Et Pascal a eu la même réaction il y a 2 semaines. Je pense qu'elle était à moitié morte quand j'ai parlé des éjaculations de pu. Mais tu sais, moi, ça, là, ça n'existe pas. Là. Moi, je me lave 2 fois par jour, puis l'été, c'est 3 fois par jour. Fait que j'ai jamais vécu ces petites odeurs-là. Mais de savoir peut-être qu'il y en que tu a ne sais pas. Il y en a qui... Ben oui, je sais, je le saurais, là. Non, mais il y a des gens qui se sentent pas. Il y a des gens dans qui se sentent Oui, je pas, sais, mais tu sais, Puis on n'ose pas le dire. les conjoints, tu sais, à un moment donné, ils iraient plus là, Oui, mettons. non, mais C'est absolument. ça. Tu Mais les suis vers la premières vie. fois... Sans que- trop rentrer dans ma vie privée, là. Mais c'est ça, tu sais, je peux pas croire qu'il y a des gars, des fois, qui se lavent pas pendant 2, et ça existe, là, pendant 2 et 3 jours, puis qui ont une relation sexuelle avec leur conjointe sans avoir pris une douche avant. Non, ça, c'est un manque de respect Les qu'on filles, appelle. dites-le, là. Oui. Si ça pue, c'est parce que ça va goûter mauvais aussi. Puis ayez pas peur. Oui, ben le penis cheese, c'est ça que je disais. Ayez pas peur de le dire. Tu sais, il y a des manières de le dire, là. Puis des fois, ça peut être juste de prendre une douche ensemble avant. Ben oui. De Ah, ben vendre oui, ça peut la être douche sexy, ben ou oui, le ben bain. Absolument. Puis de t'attarder un peu dans cette région-là. Puis là, il va faire, OK, ben, elle passe quand même assez de temps plus que là que moi que d'habitude. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, ça va devenir une Comme avec habitude. un chien. Mais ne soyez T'entraînes pas... les bonnes habitudes positives. Ne soyez pas trop méchante Ouais. parce que c'est difficile à faire disparaître comme odeur. Même ceux qui sont très, très forts dans leur hygiène pourraient l'été, avec l'humidité puis tout ça, avoir des odeurs. Donc, assurez-vous que vous lui faites pas de la Ah, peine en puis lui disant ça parce que... Il y en a qui sentent plus fort que d'autres aussi, j'imagine. Là. Je dis, c'est le même chez la femme aussi, en passant. Là, ça se gère pas, c'est naturel, mais Absolument. l'hygiène, là... Poisson pas frais. Oh!
Mademoiselle V, consultante en sexologie. On a parlé aujourd'hui du top 6 des raisons pour lesquelles on consulte un sexologue ou en sexologie, devrais-je dire. Merci beaucoup. L'extrait va être disponible dans les prochaines minutes sur la page de Boulevard, page site web blvd.fm. Puis on va avoir le plaisir de te reparler vendredi prochain. D'ici là, si on veut communiquer avec toi, Mademoiselle V, on fait quoi? On va sur Google, on tape Mademoiselle V. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.